Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'abolition de la police. Et pour en parler, nous sommes avec Gwenola Ricordo, sociologue, autrice de Pour elles toutes, Femmes contre la prison et préfacière de Capitalisme carcéral, donc les deux ouvrages étant publiés en 2019 respectivement aux éditions Luxe et Divergence, et avec laquelle nous avons déjà fait une émission sur chacun des livres. Et puis nous sommes également en compagnie de Joël Charby, qui est sociologue et qui est auteur de plusieurs articles sur l'abolitionnisme pénal, donc il y a une question évidemment qui reviendra dans l'émission. Et ils sont co-auteurs avec Shane Morris d'un article sur ce sujet dans The Conversation. Donc bonjour Gwenola et Joël. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, bon évidemment, ce qui motive cette émission, c'est évidemment l'actualité et les émeutes aux États-Unis suite à l'assassinat de George Floyd, qui du coup a entraîné un vaste mouvement de remise en cause et de contestation des violences policières aux États-Unis, mais également en France. On parlera du cas de la France un peu plus tard. Et alors évidemment, comme à chaque affaire médiatisée de violences policières, de crimes policiers, il y a évidemment des propositions de type réformiste qui émergent, une meilleure formation, voilà, la police de proximité et que sais-je. Mais aux États-Unis, on voit également voilà, apparaître des revendications qui vont plutôt dans le sens, non pas d'une réforme de la police, mais plutôt d'une abolition de la police. Donc, est-ce que vous pourriez parler un petit peu du mouvement d'abolition de la police tel qu'il émerge du mouvement plus général de la lutte contre les violences policières, voilà, liées notamment à la mort de George Floyd? Oui, alors je pense qu'il faudra revenir au cours de l'émission sur les termes de réforme et de revendication, parce que toutes les revendications et les propositions de réforme ne sont pas forcément réformistes, mais je pense que tout cela s'éclairera une fois qu'on aura un petit peu mieux compris ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, comme tu l'as rappelé, hein, depuis la mort de George Floyd, donc le 28 mai dernier à Minneapolis, il y a un vaste mouvement avec au centre de ce mouvement la question des violences policières, mais avec quelque chose qui est assez nouveau à l'échelle des mobilisations contre les crimes policiers, c'est l'idée qu'on pourrait abolir la police, et donc des propositions stratégiques qui sont faites en ce sens. Et donc toute une partie du mouvement aujourd'hui dit clairement que l'objectif du mouvement est bien d'abolir la police et non pas simplement de réduire les violences policières. Et donc c'est un petit peu là qu'il y a un enjeu et des cristallisations de certaines oppositions et contradictions au sein des mouvements états-uniens. C'est cette idée qu'il y a d'un côté
l'objectif d'abolir la police et de l'autre côté, des perspectives qui sont plus minimalistes, qui sont celles de la réduction des violences policières. Et donc aujourd'hui, cette cristallisation, elle se fait essentiellement autour de 2 plateformes. L'une qui est celle de Hate Can't Wait, qui est donc une plateforme qui vise à réduire les violences policières. C'est une plateforme qui a été lancée par Campaign Zero, qui est une campagne qui existe depuis en gros le milieu des années 2010 dans le sillage de Black Lives Matter, qui se focalise sur la question des violences policières et qui a un ensemble de propositions comme l'interdiction de certaines techniques d'étranglement, l'encadrement de l'usage de la force par la police, par exemple l'interdiction des tirs de policiers sur des véhicules en mouvement, l'obligation pour les policiers de faire des tirs de sommation, etc., etc. Donc il y a cette plateforme Hate Can't Wait, et d'un autre côté, il y a la plateforme Hate to Abolition, qui donc se démarque de ces propositions, ces revendications qui sont faites dans l'autre plateforme, puisque Hate to Abolition propose foncièrement d'abolir la police en reprenant une proposition classique des mouvements pour l'abolition de la police, qui sont à la fois d'affaiblir la police, donc c'est le terme de disempower, de désarmer la police, disarm, et finalement dissoudre la police, disband. Et du coup, par rapport à ça, du coup, ces mouvements, d'où est-ce qu'ils sortent? Parce qu'ils sont très méconnus en France. Et quelles sont les propositions stratégiques qu'ils font pour arriver un petit peu à ces objectifs et à aboutir et faire aboutir ces différents paliers d'abolition de la police? Pour répondre à cette question, bon, d'abord, d'où ils sortent. Il y a aux États-Unis depuis des décennies des mouvements de critique radicale de la police qui mettent l'accent sur le fait que, par exemple, la police dans ce pays est née avec les milices qui chassaient les esclaves en fuite, et puis le lien structurel qui existe de toute manière entre la police et l'ordre esclavagiste, qui, et d'autres analyses l'ont montré, s'est reconverti dans le système pénal, donc tribunaux, police, prison. Donc il y a tout un ensemble de luttes, de travaux, de revendications qui ont mis en avant ça. Et puis il y a des racines plus ou moins anciennes ou récentes de cette critique radicale de la police, avec par exemple les Black Panthers, notamment dans les années 60, qui, sans se réclamer de l'abolition de la police, non seulement ont produisé une critique définitive, mais qui en plus organisaient physiquement la résistance des communautés, par exemple en surveillant la police, en surveillant les faits et gestes de la police lorsqu'elle était présente dans les communautés. Pour ce qui est du mouvement dont on parle aujourd'hui et qui existe actuellement, donc un mouvement vraiment pour l'abolition de la police, c'est dans les luttes notamment de Black Lives Matter que ce mouvement et que cette revendication naît, avec une articulation avec les revendications, les mouvements et les luttes plus larges, en tout cas qui rentrent en résonance avec un mouvement d'abolitionnisme pénal plus vaste, qui parle aussi des prisons, des tribunaux et de la police. Et à ce titre-là, on peut souligner en gros des articulations entre ce qui peut se dire pour l'abolition de la police et le travail que fait par exemple Critical Resistance, une organisation fondée au tournant des années 2000 et notamment cofondée par Angela Davis, qui essaye de répandre l'idée qu'il faut abolir le système pénal, prison, police, justice. Alors le mot d'ordre qui est largement repris dans les mouvements pour l'abolition de la police aux États-Unis, c'est donc affaiblir, désarmer et dissoudre la police, donc qui peut se concevoir comme des étapes, ou qui parfois peuvent se chevaucher, mais qui en tout cas tracent une stratégie pour atteindre l'abolition de la police. Alors, l'affaiblissement, ça renvoie à un certain nombre de revendications qui permettent
à la fois créer des communautés qui sont plus fortes, des communautés qui n'ont pas besoin de faire à la police. Et donc, il s'agit là de dépasser une simple proposition moraliste qui serait n'appelez pas la police, hein, mais donc de plutôt créer les conditions qui vont faire que les personnes ne vont pas avoir besoin d'appeler la police parce que les usages qu'ils font ordinairement de la police pour leur sécurité, ben, ça va pouvoir être rempli dans un cadre communautaire avec des liens sociaux extrêmement forts où les personnes prennent soin les uns des autres, veillent à la sécurité des uns des autres. On pourra y revenir. Mais donc, il y a cette idée de créer des communautés plus fortes, d'affaiblir la police en réduisant ses financements, hein, d'où ce slogan qu'on a beaucoup entendu de « defund the police », donc cesser les financements à la police. Donc c'est une revendication qui est déjà abondamment connue dans les revendications de l'abolitionnisme pénal, hein, lorsque les mouvements abolitionnistes s'opposent à la construction de nouvelles prisons, hein, cette revendication de cesser les financements à la police part de ce même angle d'attaque. Donc ça va être s'opposer à la construction de nouveaux commissariats, à la construction d'écoles de police, de réduire dans les budgets des municipalités les sommes qui sont allouées à la police, hein, s'opposer à nouveau recrutement de policiers, etc. L'affaiblissement, en tout cas cette étape de l'affaiblissement, passe aussi par le refus par les centrales syndicales de syndiquer les policiers, hein, ce qui est aujourd'hui assez discuté aux États-Unis, puisque ça élargit, hein, je dirais les secteurs qui sont mobilisés actuellement, puisque ça permet de poser la question de l'abolition de la police au sein des syndicats et des mouvements de travailleurs. Donc, le premier point, c'était affaiblir, disempower. Le deuxième, c'est le désarmement de la police. Donc là, c'est aussi assez facile à comprendre, hein. C'est s'opposer donc à tout l'équipement policier, quel qu'il soit d'ailleurs, y compris les caméras embarquées, avec un enjeu qui est aussi extrêmement important aux États-Unis, qui est la militarisation des forces de police, hein, c'est-à-dire des armes qui auparavant étaient réservées à l'armée et qui sont de plus en plus utilisées par les forces de police. Alors, c'est une question qui est extrêmement importante aux États-Unis. Elle l'est aussi en France, évidemment. Et puis, troisième aspect, dissoudre ou disband, c'est l'idée, hein, d'arriver à cette étape où on n'a plus besoin de forces de police et donc on dissout à proprement parler les institutions policières. Et justement, tu as fait référence à l'abolitionnisme pénal et on y a fait référence depuis le début de l'émission. Du coup, c'est quoi les articulations qu'on peut faire entre ces revendications d'abolition de la police et les luttes qui sont mieux connues en France et plus développées d'ailleurs, voilà, qu'est le mouvement pour l'abolition, pour l'abolitionnisme pénal qui souvent est pris comme uniquement une revendication d'abolition des prisons, mais qui en réalité, on en avait parlé un petit peu dans l'émission sur capitalisme carcéral, est en fait une revendication plus large qui vise à abattre toutes les institutions qui font partie de l'appareil pénal, et comme l'a dit Joël, ça implique également la police et la justice. L'abolitionnisme pénal, il naît dans les années 70, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant de pensée critique et de pensée radicale sur le système pénal, mais en tout cas, en tant que pensée et mouvements sociaux, on peut dire que l'abolitionnisme pénal naît dans les années 70. Et dans ses premières formulations, il est essentiellement centré, focalisé sur la question du système pénal, donc sur les prisons, et c'est plutôt dans les années 80 qu'il va un petit peu revoir cette focalisation
et donc réfléchir davantage en termes de système pénal plutôt que strictement sur l'institution de la prison. Et comme l'a dit Joël précédemment, la question plus spécifique de l'abolition de la police, elle vient beaucoup plus tardivement, elle vient pour l'essentiel à partir du milieu des années 2010 aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire que la police n'était pas pensée auparavant par les abolitionnistes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas spécifiquement des luttes pour l'abolition de la police. Oui, et sur la question de la police, il faut effectivement rappeler que si il n'y a pas vraiment eu de mouvement en France pour l'abolition de la police, par contre, il y a tout un tas de critiques de la police qui sont formulées depuis longtemps. Dans ton interview à Acta, Gwenola, tu cites évidemment les travaux de Mathieu Rigouste qui sont quand même assez importants dans cette optique d'une critique radicale de la police. Et puis pour la question justement de l'histoire du mouvement abolitionniste, on peut renvoyer à une émission qu'on avait fait avec Jean Bérard sur la critique du système pénal dans les années 1970. Donc, avant toute chose, sur la question, voilà, est-ce qu'on peut rapprocher les situations françaises et états-uniennes, d'abord, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'aux États-Unis, c'est un mouvement relativement récent comme expression politique et qu'il vient, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, d'un long travail de lutte des mouvements comme Black Lives Matter qui fait écho à des travaux et des luttes abolitionnistes qui ont, disons, grandi en taille et en intensité depuis le tournant des années 2000. La deuxième chose, c'est que en fait, la critique radicale de la police, de son racisme et du fait qu'elle est intrinsèquement liée avec un ordre oppresseur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout absent en France, et il faut vraiment dire le contraire. C'est une analyse et une critique qui est menée depuis des décennies par les personnes qui sont le plus souvent victimes des crimes perpétrés par la police, et donc par les personnes racisées des quartiers populaires, par les personnes dont des familles et des proches ont été victimes de la police, par les mouvements issus de l'immigration et des banlieues aussi, enfin par les mouvements immigration et banlieues aussi. Et donc voilà, il y a des critiques radicales et des remises en cause du rôle de la police qui sont extrêmement fortes en France. Ce qui est particulier aux États-Unis, c'est que ces luttes, donc les luttes contre la police, ont connu des échos, se sont attachés, se sont rapprochés du travail mené par des abolitionnistes depuis des décennies dans des villes comme Chicago, Oakland, enfin dans beaucoup de foyers, et qui mettaient en avant la revendication de l'abolition de tous ces systèmes d'oppression. Voilà. Il est faux de dire que d'opposer par exemple des États-Unis qui seraient plus volontiers abolitionnistes et en France des mouvements qui seraient réformistes. D'abord, Gwenola l'a dit tout à l'heure, mais en fait il y a une sorte de biais quand on n'est pas sur place qui fait que on est porté, enfin en tout cas, on peut être porté à mettre l'accent sur les revendications dont on se sent le plus proche, c'est-à-dire les revendications abolitionnistes. Mais par exemple, avant d'échanger, avant de faire ces travaux, en fait, on a très très peu d'idées des revendications réformistes, des revendications qui visent à améliorer la police parce que on est moins intéressé par ça, on ne les entend pas, etc. Alors qu'elles sont très importantes aux États-Unis. Ensuite, il y a des mouvements qui se revendiquent de l'abolition de la police, mais le fait qu'un mouvement ne se revendique pas de l'abolition de la police n'en fait pas un mouvement réformiste. La différence, elle est ailleurs, et ce à quoi je souscris, et je pense ce à quoi on souscrit, c'est à une analyse qu'on retrouve par exemple chez Mathiesen ou dans les travaux de Critical Resistance, dans ce que dit Angela Davis, qui est qu'en fait, parmi les outils à disposition dans une perspective abolitionniste, il y a certaines réformes qui
permettent d'aller vers l'abolition, et il y a d'autres réformes qui sont nuisibles à l'abolition parce qu'elles renforcent les systèmes d'oppression. Cette distinction, elle est souvent formulée comme réforme négative ou réforme abolitionniste contre réforme positive ou réforme réformiste. Qu'est-ce que c'est une réforme négative ou une réforme abolitionniste? C'est assez simple, c'est une réponse qui empêche ou qui gêne un système dans son fonctionnement, qui lui retire des fonctions, qui lui retire de la force. Par exemple, l'abolition du casier judiciaire. Retirer quelque chose à l'institution, quelque chose qu'elle utilise pour asseoir son oppression. Les réformes positives ou les réformes réformistes, ce sont des réformes qui nourrissent, étendent ou renforcent le système d'oppression. Et par exemple, dans le cas du pénal, on peut citer le bracelet électronique qui, du coup, ne tend pas à supprimer la prison, mais étend le système pénal, étend ses compétences, étend le filet pénal, etc. Donc, il y a cette chose sur laquelle il faudrait insister, c'est que on ne peut pas en fait opposer des États-Unis abolitionnistes et des mouvements réformistes en France. Alors, pour continuer sur cette distinction entre réformes négatives et positives, et spécifiquement sur les luttes pour l'abolition de la police, on peut donner 2 exemples. Par exemple, la revendication des caméras embarquées, donc des GoPro que peuvent utiliser les policiers. C'est souvent présenté comme une revendication progressiste. Pourtant, elle est critiquée par les mouvements abolitionnistes comme étant donc une réforme positive, une réforme qui donne de la force à la police. Et juste en quelques mots, pourquoi en tant qu'abolitionniste, s'opposer à ce que les policiers soient dotés de ce type de caméras qui sont parfois présentées par certains et certaines comme un moyen de lutter contre les violences policières. C'est d'abord qu'on observe qu'il n'y a aucune diminution des violences policières lorsque les policiers sont équipés de ce type de caméra. Et puis, deuxième aspect, lorsque des départements de police se dotent de cet équipement, ça s'accompagne forcément d'un gonflement des budgets de la police. Et puis, troisième remarque, c'est que ça participe de la légitimation de l'institution policière et de son recours à la force, puisque les caméras, en tout cas les vidéos, vont être utilisées par la police pour justifier de son action. Donc, premier exemple de réforme qu'on pourrait qualifier donc de réforme positive, de réforme qui est parfois présentée comme pouvant lutter contre les violences policières, mais qui à la fois n'a pas vraiment d'effet sur les violences policières, voire au contraire aurait tendance à les encourager, puisque donnant un sentiment de légitimité aux policiers, et puis, plus grave encore, nous éloignant de l'objectif de l'abolition de la police. Alors à l'inverse, un exemple de réforme négative, donc de réforme qui va dans le sens de l'abolition, c'est réduire le nombre de policiers. Et donc ça, c'est une revendication qui revient régulièrement dans les mobilisations états-uniennes, c'est de s'opposer au recrutement de nouveaux policiers, puis de réduire les effectifs policiers, de s'opposer à la construction des écoles de police, etc. Et du coup, pour finir, évidemment, on peut se dire que du coup, les réformes abolitionnistes négatives sont vraiment un horizon de lutte intéressant à court et à moyen terme. Mais est-ce que l'abolition de la police dans le cadre de la société existante, est-ce que c'est pas un peu naïf comme croyance, dans le sens où d'un côté, on voit pas trop comment est-ce que ce serait possible d'abolir la police comme institution de maintien de l'ordre existant sans abolir l'ordre existant et sans abolir notamment l'État. Parce que parfois, on a des mots d'ordre abolitionnistes où on a l'impression qu'il s'agit d'enlever, d'abolir la police pour pouvoir notamment donner plus de fonds à l'État social. Donc un petit peu comme si on abolissait la main gauche de l'État, la main droite de l'État, pour reprendre les termes de Bourdieu,
au profit de sa main gauche, alors qu'on sait très bien, même si Bourdieu lui-même ne le reconnaissait pas forcément, que la main gauche et la main droite vont de pair. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité de récupération, au moins partielle, de ce mot d'ordre d'abolition de la police, hein? On sait que c'est un petit peu le cas aux États-Unis à un niveau municipal, voilà. Où en fait on pourrait dire oui, on abolit tel service de la police, ou on abolit la police municipale, etc. Mais ce qui n'empêcherait pas finalement un redéploiement des mêmes fonctions policières, alors soit avec un autre échelon, donc on abolit la police municipale, mais on met de la police fédérale aux États-Unis par exemple, mais de manière peut-être plus importante, le remplacement de certaines fonctions policières par la technologie, un petit peu comme le bracelet électronique qui remplace la prison, mais où finalement la fonction punitive demeure. Et puis, d'autre part, la possibilité aussi d'une privatisation de la police, où effectivement, si on a des milices privées comme au temps de l'esclavage, ou dans les années 20 et 30, aux États-Unis par exemple, avec les agences privées qui menaient le coup de poing contre les syndicalistes, est-ce que finalement, voilà, d'une certaine manière, quelles sont les limites potentielles de ce mot d'ordre d'abolition de la police, d'une part en termes de vision plus globale de transformation sociale, et d'autre part en termes de possibilité pour la société existante de se reconfigurer tout en donnant tout en donnant l'impression qu'elle a entendu les revendications abolitionnistes. Alors, sur cette question, d'abord, il y a quelque chose dans les revendications dont on parlait au début, dans les revendications aux États-Unis, qui fait écho à ça, il me semble. Et c'est tout ce qui est contenu dans l'idée d'affaiblir la police, à savoir de l'affaiblir en lui opposant d'autres manières de réguler les questions de conflits, de violence, etc. Donc, d'autres manières d'organiser les communautés, ce qui ne revient pas simplement à faire reculer la police, mais à faire avancer d'autres modes d'existence dans les communautés. Je pense que ça fait écho à cette question. Et ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter. D'abord, effectivement, il est tout à fait pensable en fait que la police comme institution disparaisse et que sa fonction soit reprise par d'autres institutions, que ce soit d'ailleurs des institutions ou des groupes privés. On peut penser par exemple à des formes plus technologiques de surveillance et de contrôle, etc. Ça, c'est d'une certaine manière, en fait, c'est ce avec quoi ont affaire les mouvements abolitionnistes, en fait. Il y a un auteur important qui s'appelle Thomas Mathiesen qui décrivait l'abolitionnisme comme ce qui est perpétuellement inachevé. Et toute revendication ou tout mouvement abolitionniste court le risque de se voir déborder des tentatives de cooptation, des réformes qui visent à reformuler le même système. Et pour lui, c'était nécessaire que l'abolitionnisme se replace tout le temps, se repositionne tout le temps pour éviter ces phénomènes de cooptation, de remplacement, de débordement, etc. Donc, bien sûr que s'il s'agit d'abolir la fonction de la police et pas juste les bâtiments où il y a marqué commissariat ou autre chose, ce n'est pas dissociable ce n'est pas dissociable de l'abolition du capitalisme et de l'État, par exemple, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui est articulé par beaucoup de mouvements, en fait, finalement, qui inscrivent l'abolition de la police dans un projet de transformation radicale de la société. Bon, ça nous paraît effectivement une bonne conclusion qu'effectivement la question de l'abolition de la police ne peut pas être séparée de la question de l'abolition du capitalisme et de l'État, puisque la police précisément joue un rôle central dans le maintien de l'ordre capitaliste et étatique. Et donc on vous remercie beaucoup du coup pour nous avoir éclairé du coup sur cette question de l'abolition de la police. Et on invite du coup les auditeurs et les auditrices à lire du coup l'article que vous avez écrit sur ce sujet dans The Conversation. Et puis on peut également lire sur ce sujet une très intéressante interview avec toi, Gwenola, avec Acta, qui est assez éclairante et qui
qui complétera bien notre émission. Donc merci Gwenola et Joël. Merci à vous. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.